Bonjour à tous. Nous voilà donc de Bonjour. retour, comme promis, pour essayer un petit peu de réinformer, je crois que c'est l'expression, réinformer face au déferlement de propagande auquel nous sommes confrontés depuis le 24 février dernier, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais que l'on aborde d'abord la première question. Je souhaiterais qu'on aborde ce à quoi nous, Français, sommes confrontés, c'est-à-dire euh, la stratégie que met en œuvre Emmanuel Macron, hein, après avoir été faire du jet ski, après avoir été faire le kéké comme il fait d'habitude, c'est-à-dire après s'être mis en scène, il vient toujours en se mettant en scène nous dire que il va falloir renoncer à l'abondance et à l'insouciance. C'est totalement indécent de sa part. Simplement, on constatera que la situation dans laquelle nous sommes et sur laquelle nous allons revenir, hein, bien évidemment, au cours de cette émission, la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, il en est le grand, sinon le premier responsable. Ses prédécesseurs aussi, bien sûr, mais lui en particulier. Cela fait plus de 5 ans qu'il est au pouvoir. Il a eu tous les pouvoirs pendant son premier mandat. Toutes les erreurs, il les a commises et surtout, il a essayé de mettre en œuvre une politique, celle pour laquelle il avait été mandaté par les grands intérêts de ce pays avec le coup d'État judiciaire de 2017. Eh bien, ces mesures, cette politique nous ont amené à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, bon, effectivement, euh, les difficultés auxquelles l'Europe, parce que c'est l'ensemble de l'Europe, hein, va être confrontée dans l'hiver qui vient, et déjà confrontée d'ailleurs, hein, dans l'hiver qui vient, ces difficultés ne sont pas exclusivement dues à la guerre en Ukraine et aux sanctions folles qui ont été prises, hein, par Nono le Neuneu, comme tout le monde l'appelle maintenant sur les réseaux, c'est-à-dire Bruno Le Maire qui nous a annoncé qu'il allait détruire l'économie russe et qui aujourd'hui nous annonce que l'inflation ne s'arrêtera pas tout de suite, etc. C'est très intéressant avec Bruno Le Maire d'ailleurs, pas seulement avec lui, hein, ça vaut pour Macron, de regarder ce qu'ont été ses déclarations avant l'élection de Macron. Macron était bon acheté au chien, il a trahi, il est venu à la gamelle avec une indécence totale, hein, et depuis, il nous assène un certain nombre de choses, et c'est la boussole qui indique le sud, il n'est pas le seul, hein. C'est la boussole qui indique le sud, et quelques semaines, quelques mois plus tard, se produit exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Alors, je vais me tourner vers Sylvain parce que bon, moi je suis choqué par le cynisme avec lequel sont faites ces annonces, c'est-à-dire voilà, euh, il va nous arriver plein de choses épouvantables, mais c'est de la faute à personne. Et par conséquent, il faut que vous vous serriez la ceinture. Ça, c'est le premier point, à cause de la situation économique. Et il faut d'autant plus que vous le fassiez qu'il faut aider l'Ukraine qui combat pour notre liberté. Hein, première nouvelle pour ce qui me concerne. Toujours est-il que effectivement, on nous demande des sacrifices, on va trouver des prétextes, hein, alors que ces sacrifices nous sont demandés euh, parce que ne veut surtout pas toucher à l'ordre qui nous y a conduit, mais aussi parce qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Hein, je parlais de l'Europe, euh, ce qui est en train de se profiler, et on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, ce qui est en train de se profiler, effectivement, euh, euh, c'est que les conséquences de notre stratégie, de la stratégie européenne, qui n'est que la mise en musique européenne de la stratégie voulue par les États-Unis, cette stratégie va nous conduire dans le mur, alors politique, financier, économique qui fait que cela risque d'être euh, effectivement une période très délicate. Et ce d'autant, ça c'est une position qui est très personnelle, si on se rappelle ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on imagine qu'il va y avoir des troubles sociaux. Hein, quand on voit ce qui est en train de se passer, par exemple, en Grande-Bretagne, où il y a des grèves importantes. Hein, je sais que Sylvain suit ça, il y a des grèves très importantes. Quand on constate qu'il y a des solidarités qui jouent, hein, avec dans le monde anglo-saxon, par exemple, au Canada, en Australie, et comme ça porte sur les transports,
c'est en train de mettre en cause les chaînes logistiques occidentales, alors qui sont déjà mises à mal avec la crise ukrainienne, hein, mais là, ça va encore les aggraver. Face à ce qui se profile, je pense que le discours qui consiste à nous dire il va falloir vous serrer la ceinture, c'est de la faute de Poutine, par conséquent, il faut que vous soyez unis, l'unité, unité, unité, hein, c'est toujours au profit des grands intérêts en général, unité, et si ce discours-là ne marche pas, et il est tout à fait possible qu'il ne marche pas, si de nouveau les Français, mais pas seulement, hein, dans le reste de l'Europe, je crois qu'en Italie et en Angleterre, c'est un peu la même chose, se mettent en branle, on va avoir à ce moment-là la solution de la répression et de l'autoritarisme. Quand on voit, par exemple, qu'en Allemagne, chasser le naturel, il revient au galop, un ministre qui vient dire et répondre à ceux qui contestent la stratégie des sanctions dans ses conséquences énergétiques, ce sont des ennemis de l'État. Lorsque l'on revoit des déclarations de Mme Schiappa, qui est redevenue ministre, rappelons-le, hein, et Mme Schiappa qui disait critiquer le chef de l'État, c'est un premier pas vers le terrorisme. Internet n'oublie rien, ça c'est pratique. Hein. Donc, je pense qu'on aura la possibilité de la mise en place si effectivement il y a des révoltes populaires, parce que comme ça, cela s'était produit avec les Gilets jaunes, je crois que l'hypothèse de la répression la plus féroce est en place. Hein. On a acheté cet été du matériel de répression. On n'a pas acheté de Canadair, hein. Non, non, on a privilégié ces allocations de ressources-là. Et je dois dire, ça c'est quelque chose qui m'est propre pour l'avoir constaté, j'ai même écrit un livre en partie sur le sujet, je pense que la magistrature française est l'arme au pied pour réprimer les couches populaires si jamais celles-ci s'avisaient de refuser ce qu'on est en train de lui imposer. Voilà, j'ai fini mon petit réquisitoire initial. Je vais demander son avis à Sylvain. Alors, en ce qui me concerne, moi, la première partie des déclarations d'Emmanuel Macron m'a un petit peu plus qu'interrogé, puisque je me réfère pas simplement à celle d'hier, mais surtout à celle de la commémoration de la libération de Bormes-les-Mimosas, au cours de laquelle il est venu nous dire que là, bon, on était au bord de la guerre avec la Russie, hein, à mots couverts, bien évidemment, et qu'il allait falloir faire des sacrifices. Hein. Alors, on ne savait plus si on était face à une espèce de pantin qui récitait du mauvais Churchill ou du mauvais Clémenceau, hein, ou un mix des deux. Bon, bref. Mais c'est très mal tombé au niveau de l'actualité de l'armée française, puisque ça a été encadré entre le 14 août et le 22 août par deux tribunes, une dans le Figaro et une dans l'Express, dans lesquelles les officiers français, les officiers généraux, hein, chefs d'état-major des différentes armes, chefs de corps d'armée de l'armée de terre, viennent nous expliquer que si les Russes nous avaient attaqués, on n'avait aucun moyen de leur faire face dans une guerre de haute intensité. Alors, j'ai du mal à comprendre quel est le rapport de communication entre le chef d'état-major de l'armée française et puis le chef de l'État, hein, puisqu'ils ont souvent l'habitude de s'afficher ensemble. Mais là, il y a quand même quelque chose de surprenant parce qu'on a un chef de l'État qui nous dit qu'il va falloir se préparer éventuellement à des sacrifices comme ceux de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Et puis, on a les professionnels, hein, ceux qui sont aux commandes de notre armée, qui nous disent attention, on n'a pas les moyens de faire. Hein, on a eu assez d'informations pendant la campagne présidentielle nous expliquant qu'on avait des munitions pour après à peine 4 jours de combat de haute intensité. L'amiral Vendier est aussi revenu, hein, sur ses déclarations. Alors lui, il fait un pas en avant, un pas en arrière. Hein, quand il est interrogé sur la Chine, il nous dit que avec l'aide de tous nos alliés, on peut les battre et que la France peut jouer son rôle. Et puis, dans ces tribunes, il vient nous dire que depuis 1945, on n'a jamais eu une marine aussi petite en termes de nombre de bâtiments, ce qui est effectivement le cas. Donc, tout ça apparaît comme une vaste opération, à mes yeux, de communication, hein, de la part du chef de l'État. Hein, bien sûr, nos militaires sont aux premières loges pour savoir les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, et je ne pense pas qu'ils aient l'habitude de mentir sur ces difficultés, loin de là. Par contre, on a un chef de l'État qui, lui, sciemment nous raconte une fable
pour essayer de justifier des mesures économiques, hein, qui, comme vous l'avez rappelé, ne sont pas simplement liées à la crise ukrainienne. Hein. Elles avaient commencé à frapper l'économie française bien avant. Hein. La crise ukrainienne a accentué ces problèmes, mais elle ne les a pas créés. Et donc, quoi de mieux que de désigner un adversaire tout trouvé, hein, un affreux dictateur, hein, qui, bien évidemment, correspondrait peut-être plus aux définitions que fait Marlène Schiappa de l'État, si on l'écoutait à longueur de journée, ou des autres ministres qui se sont répandus hier à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne. Alors Voilà. justement, je voudrais réagir par rapport à ça parce que bon, tu viens de pointer l'enjeu de cette communication, hein, c'est véritablement faire passer la catastrophe qui est devant nous, la faire passer politiquement en essayant de construire une unité sans se faire beaucoup d'illusions d'ailleurs, hein, et en disant qu'il faut qu'on se mobilise. Alors on dit pas, le chef de l'État dit pas il faut faire la guerre, il faut faire déclarer la guerre. Lui il le dit pas, mais on va revenir sur ceux qui le disent. Hein, il faut faire la guerre à la Russie. Eh bien, donc c'est véritablement ça. Il s'agit de faire passer entre guillemets la pilule, en sachant que ça risque d'être difficile. Ce qui est grave, je trouve, c'est que cette communication a trouvé dans le mainstream, dans le système médiatique des élites, a trouvé effectivement une traduction immédiatement. Hein, les militants de cette cause, alors bon, on va citer les BHL et compagnie, mais ceux-là, on sait très bien à quoi s'attendre, mais d'autres, hein, dont on a déjà parlé dans nos vidéos précédentes, qui sont venus en courant, en galopant, venir nous dire, en même temps qu'il y avait des dates importantes, et en particulier cette date de l'indépendance ukrainienne, pour remettre en place un narratif extrêmement guerrier. J'insiste là-dessus parce que, au fur et à mesure du déroulement de la guerre en Ukraine, au fur et à mesure, on a mesuré un certain nombre de choses, y compris, bon, rappelons-nous, le rapport d'Amnesty International, un certain nombre de journalistes qui ont fini par parler de la corruption, qui ont fini par parler des graves difficultés de l'armée ukrainienne, etc. Non, tout d'un coup, c'est arrêté. Tout d'un coup, ça s'est arrêté et de nouveau, il y a un grand dossier du journal L'Express. De nouveau, on nous a resservi le chef des corrompus Zelensky, hein, et on s'est retrouvé, je vais dire, presque 6 mois en arrière avec, alors là, nos chers experts de plateau. Alors, j'en ai retenu 3, Sylvain. Si tu en as d'autres, vas-y. Moi, je voudrais commencer par le général Yakovlev, alors qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'OTAN, et qui est venu, on en avait parlé la dernière fois, mais il a réitéré ça. Hein, il est venu dire, bon, ben, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller, il faut faire la guerre, il n'y a pas de raison de la laisser faire par les Ukrainiens, c'est notre guerre, et donc il dit que la première phase, c'est d'envoyer du matériel d'artillerie avec des servants français. Hein, c'est effectivement. Donc, c'est une excellente idée, Général Yakovlev, tout à fait. Hein. On a en face de nous des gens qui ont quelques moyens, hein, et qui n'hésiteraient pas à ce moment-là, si on devient belligérant, hein, à nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui. Et ce que tu disais, Sylvain, sur l'état de l'armée française, je veux dire, c'est totalement ridicule que cette rodomontade. Et puis on en a d'autres qui vont plus loin encore et qui disent voilà, bon, ben, il ne faut pas hésiter à s'engager dans cette guerre, et d'ailleurs on a les moyens. Alors bon, on n'a pas retrouvé la trace exactement, j'utilise le conditionnel, mais il y a l'ineffable Pierre Servant, l'habitué des plateaux, qui jusqu'à présent nous parlait surtout du patriarcat au sein du KGB, pour dire que c'était finalement, cette guerre était une guerre de Poutine qui voulait dominer les femmes, bon, avec le sérieux qu'on imagine. Et là, ben, je sais pas, certains, lui et puis d'autres, ont l'air de dire que si on faisait la guerre à la Russie, ils sont tellement nuls que dans les 15 jours, on se retrouverait à Moscou. Donc, j'utilise le conditionnel, hein, mais cette information-là a circulé sur les réseaux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut penser, hein, de ces rodomontades de Monsieur Servant, y compris peut-être
par référence à son passé. Parce que autre chose très importante concernant M. Yakovlev, concernant M. Servan, et l'autre dont nous allons parler après, ces gens-là ne voient aucun inconvénient à ce que une partie de l'Ukraine soit sous le contrôle des néo-nazis et que l'Ukraine elle-même honore des alliés d'Hitler, des participants à la Shoah, en leur érigeant des statues et en leur consacrant des monuments. Donc, pour Pierre Alors, Servan, je passe la parole à Sylvain. disons que pour moi, que ce soit Yakovlev ou Servan ou tous les autres, de toute façon, là, sur cet instant, ils viennent effectivement, en plus donc à contre-courant de ce que disent leurs anciens camarades d'Active, c'est-à-dire qu'ils viennent servir la soupe au chef de l'État et au narratif que veut développer le chef de l'État et le gouvernement aujourd'hui pour donc faire passer cette terrible crise qui va avoir des conséquences catastrophiques pour le peuple français, rappelons-le. Et donc, voilà, ils sont à rebours de ce que disent les professionnels sur le terrain et ils sont là uniquement pour servir une opération de communication. Alors, le camarade Servant, on attend qu'il prenne les devants d'une unité de réserve pour nous conduire aux portes de Moscou, s'il dirige les unités dont il aurait la responsabilité aussi bien qu'il a rédigé la biographie de son idole, le général Manstein. On sait qu'on n'ira pas loin, puisqu'il a bien omis de nous rappeler qui était von Manstein, à savoir l'exécuteur de la communauté juive de Simferopol. Il a fallu attendre que Jean Lopez corrige le tir dans son livre Barbarossa pour nous apprendre cette information clé au sujet d'un des officiers de la Wehrmacht les plus vénérés encore aujourd'hui en Occident. Mais ça, Voilà. Sylvain, je t'interromps, c'est une caractéristique, ça. C'est une caractéristique de tous ces amuseurs de plateau, enfin, sauf qu'ils ne sont pas très drôles. C'est une caractéristique, c'est que on peut s'interroger sur leur silence ou leur soutien vis-à-vis de ces unités, mais dont la revendication est d'être néo-nazi, les emblèmes, etc. Quand on a vu la sortie d'Azovstal et qu'on voyait les tatouages, c'était impressionnant quand même. À la fin de la bataille de Mariupol, j'ai envie de leur demander, mais attendez, qu'est-ce que vous pensez de ces gars, de ces soldats qu'on a vus qui ont le brassard nazi tatoué sur le bras. Enfin, faut. Et alors, bon, cette référence à Simferopol, cette fascination pour l'armée allemande, concernant Monsieur Servan, c'est tout à fait possible. Moi, je voudrais dire un mot sur Michel Goya. Alors, Michel Goya, c'est notre copain, chacun le sait. Donc, on a déjà eu quelques échanges avec lui. Alors, bon, il nous interpelle sur Twitter. Alors là, il y a un groupe de fans qui vient et qui nous insulte. Tout ça n'est pas très grave, n'a pas beaucoup d'importance. Moi, il me traite de Doriot, ancien dirigeant du Parti communiste, que le Comintern, je veux dire, enfin, le Comintern lui avait préféré Maurice Thorez et donc il a basculé dans le nazisme, soyons clairs. Il a été un collaborateur, donc voilà, ça l'amuse de dire ça. Moi, j'ai vu passer quelque chose qui m'a profondément choqué. Moi, Régis de Castelnau, ça m'a choqué. Et je vais dire pourquoi. Pour dire qu'il fallait absolument qu'on aide les Ukrainiens, quelle que soit leur tendance politique dont je viens de parler, il fallait que l'Occident tienne. Et il a pris pour ça un dessin de Forain de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, pour moi, c'est un sujet très sensible pour des raisons que beaucoup connaissent. Bien, Forain fait un dessin où on voit deux poilus dire pourvu qu'ils tiennent, et un des poilus dit mais qui l'arrière. C'est-à-dire que nous serions l'arrière des nazis ukrainiens. Nous. Non, non, voilà ce que nous dit monsieur Goya. Donc, cette instrumentalisation de la Première Guerre mondiale au service de cette mauvaise cause, moi, ça m'a profondément choqué. Et ce d'autant que, bon, ça c'est une anecdote personnelle familiale, Forain, je dispose d'un dessin fait par Forain de mon grand-père en uniforme pendant la guerre de 14-18. Donc, je pense qu'il y a des limites qu'il faudrait avoir la dignité de ne pas franchir, être au service
des intérêts d'un pays étranger, comme là, je suis très vif, hein, comme c'est le cas de beaucoup, ne justifie pas de se livrer à ce genre de choses et, je veux dire, d'aller au-delà de ce que la décence commande. Voilà, ça c'était pour nos amis. Et Oui, avec... et je tiens à préciser quelque chose qui est très surprenant parce que il faut le rappeler pour le public. C'est que on sait que Michel Goya a participé en 2016-2017 à l'élaboration du programme de défense de la France insoumise en vue de l'élection présidentielle pour le candidat Jean-Luc Mélenchon, et que les positions de la France insoumise à l'égard de l'OTAN, à l'égard de tout ça, sont absolument pas celles qu'il défend aujourd'hui publiquement, et ça interroge sur son parcours en si peu de temps par rapport aux idées qu'il développe aujourd'hui. Ben, je crois, on en a déjà parlé, il y a un besoin de reconnaissance de la part de ce mainstream. Bon, voilà, il était enchanté de se retrouver dans les journaux atlantistes, Le Monde, Libération, l'Obs, etc. Hein, et il a son rond de serviette chez BFM, mais qu'on ne vienne pas nous le présenter comme un expert, c'est un militant d'une cause dont je pense qu'elle est contraire à l'intérêt de mon pays. On a le droit d'avoir des désaccords. Hein, on n'est pas en guerre civile, mais on n'est pas du fait de la définition des intérêts de ce pays, hein, on n'est pas du même côté de la barricade. Moi, j'ai le sentiment d'être du général de Gaulle. Hein, dont on peut, alors on ne va pas faire parler les morts, on peut imaginer quelles auraient été ses positions s'il était là aujourd'hui. Alors, voilà, ça c'était pour la petite fête de nos amis les experts de plateau. Je voudrais qu'on parle un peu de l'assassinat d'Aria Dugina, je crois que c'est comme ça qu'on prononce en russe. L'assassinat à Moscou, c'est un acte de terrorisme qui se combine avec ce qui s'est passé en Crimée, hein, où a priori ce ne sont pas des projectiles, ce n'est pas de l'artillerie qui a fait ces dégâts près de l'aéroport, mais c'est probablement du sabotage, et également des attentats ciblés contre des personnes dans le Donbass. Donc, savoir si, d'abord, quelles peuvent être les conséquences de cet attentat à Moscou, parce que c'est à Moscou, hein, c'est pas ni en Crimée ni dans le Donbass, et est-ce qu'on peut imaginer que face à une impuissance stratégique assez évidente sur laquelle on va revenir, les Ukrainiens et ceux qui les financent, commandent, décident de passer à une phase de terrorisme. Alors effectivement, on a été tous très surpris dimanche matin en apprenant la mort de la fille d'Alexandre Douguine, hein, qui, je le souligne tout de suite, n'est pas le Raspoutine de Vladimir Poutine, hein, ça fait plaisir à trop de gens. Hein, il a plein de points de désaccord avec Vladimir Poutine sur beaucoup d'enjeux stratégiques pour la Russie. Hein. C'est pas parce qu'il est panslave et nationaliste qu'il est automatiquement l'éminence grise de Poutine. Donc, pour moi, ça, c'était une surprise quant à la qualité de la cible, hein, parce que, et puis le lieu, hein, bien évidemment. Alors, ça interroge sur ce que fait le FSB pour sécuriser les frontières de la Russie, hein, puisque si on en croit les preuves qui nous sont présentées depuis 48 heures, la personne responsable de cet attentat aurait réussi à pénétrer assez facilement en Russie, puis ensuite à en ressortir en direction de l'Estonie. Donc moi, je vais rester très prudent quant à savoir si c'est cette personne, si elle a agi seule ou pas, etc., parce que ça reste très complexe. Hein, on est encore trop proche de cet attentat pour se prononcer. Maintenant, effectivement, ça s'inscrit dans une série d'autres attentats qui sont commis depuis le printemps. Hein. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti à la mort des individus visés en Crimée, hein, notamment, et aussi dans l'oblast de Kherson. On a donc vu la même chose dans le Donbass. Je rappelle, hein, que l'armée de libération ukrainienne de Bandera est coutumière des attentats terroristes pour éliminer des personnalités. Hein. Elle a à son actif, malheureusement, l'assassinat du général Vatoutine, hein, En en avril février 44. 1940. Voilà, donc c'est pas une nouveauté de la part des gens qui se réclament de Stepan Bandera d'utiliser le terrorisme pour éliminer ses adversaires. Voilà, donc aujourd'hui, ça crée des difficultés d'appréciation du travail du FSB, mais de l'autre côté,
On voit aussi qu'il y a des arrestations, hein, encore à Sébastopol hier, il y a des activistes qui nous sont présentés comme étant des agents ukrainiens qui ont été arrêtés. On a aussi deux personnels de la centrale de Zaporijjie qui ont été aussi arrêtés pour, semble-t-il, ils indiquaient des cibles aux Ukrainiens pour pouvoir bombarder la centrale. Donc, ça veut dire que les services sont quand même actifs et capables d'intercepter des agents dormants ou des agents actifs. Maintenant, sur la mort de Daria Dugina, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de savoir exactement ce qui s'est passé et qui se cache derrière. Alors justement, donc, je voudrais qu'on aborde, euh, euh, après cette hypothèse du terrorisme comme choix stratégique, un petit peu la question de la situation militaire. Alors, je vais interpeller Sylvain, parce que Sylvain, à plusieurs reprises, nous a dit, et m'a dit d'ailleurs, que, bon, du fait de ses connaissances et de son appréciation de la situation, que, bon, l'armée ukrainienne était, non pas hors de combat, c'est pas ça la question, mais elle n'était plus en capacité de manœuvrer, elle était saignée, on va peut-être y revenir, et que par conséquent, la Russie n'aurait plus que pour le Donbass, s'entend, et peut-être même le Sud, que quelques coups d'épaule à donner. La dernière fois, il nous a dit, moi je verrai ça il nous a donné une temporalité. Le problème, c'est que les Russes ne le font pas. Et ça fait déjà un moment, il le sait, que je me pose la question, est-ce que les Russes ne font pas durer le plaisir, entre guillemets le plaisir, bien évidemment. Est-ce que, effectivement, compte tenu du fait que les sanctions ont un effet contre-productif, un effet boomerang pour nous, compte tenu du fait que le rapport géostratégique mondial évolue en leur faveur, qu'on le veuille ou non, que leur situation économique n'est pas si mauvaise, hein, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt ou ils ne souhaitent pas d'ailleurs, hein, que l'Europe affronte la situation sans qu'il y ait de règlement, sans qu'il y ait éventuellement un apaisement sur les questions énergétiques, hein, pour voir, et d'ailleurs, euh, euh, Poutine, dans un de ses discours que j'ai lu, l'avait à peu près dit comme ça, hein, pour voir les directions actuelles des pays de l'UE se faire renverser. On sait ce qui va bientôt se passer en Italie, hein, on sait ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Donc voilà, est-ce qu'ils ne sont pas justement en train de traiter ça avec leur artillerie, en essayant de limiter les pertes? Est-ce qu'ils ne seraient pas, je répète ma phrase, en train de faire durer le plaisir parce qu'ils pensent que l'Europe va payer un prix assez élevé? Alors, effectivement, après ce qui s'était passé dans le Donbass, dans le secteur de Lysychansk-Severodonetsk, pour moi, une pause opérationnelle pour la majorité des forces de mêlée russes d'un mois à 6 semaines me paraissait tout à fait logique, nécessaire. Et puis, moi, je m'attendais effectivement à ce qu'au cours du 15, enfin, autour du 15 août, on ait une reprise des activités offensives, mais de haute intensité, hein, de la part de l'armée russe. Hein, j'insiste bien, parce qu'il y a des combats de haute intensité dans le Donbass, on l'a déjà dit, et ils continuent, ils se poursuivent. Ils ont toujours cette efficacité tactique, mais ils sont menés principalement par des unités de mêlée qui ne sont pas des unités russes, hein, Wagner, les Tchétchènes et les milices des deux républiques autonomistes. Voilà, donc il n'y a que l'artillerie russe qui est en soutien avec l'aviation. Alors aujourd'hui, il y a quand même une petite donnée importante, hein, c'est que depuis maintenant 4 jours, on voit bien qu'après l'arlésienne de la contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Kherson, ce sont les Russes qui sont bien repassés, eux, à l'offensive. Hein. Alors, ils y vont effectivement avec la même méthode que dans le Donbass, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'artillerie, hein, des gains territoriaux qui, pour le moment, restent limités, mais qui mettent en danger les voies d'accès à Nikolaïev et qui laisse présager d'une attaque de grand style contre cette localité qui est la porte d'entrée vers Odessa, rappelons-le. Hein, et en même temps, il continue dans le secteur nord-ouest de Kharkov, là encore c'est l'armée russe qui est à l'œuvre, les fantassins russes qui sont au combat, de s'aménager, à mon avis, donc les positions de départ dans le secteur d'Oudi pour tenter un enveloppement de Kharkov avant l'hiver. Voilà. Donc, Alors, moi, j'ai une question, Sylvain, une question de l'observateur profane que je suis. J'essaye de suivre quand même un petit peu ce qui se passe, hein, mais dans quel état est l'Ukraine? Alors, si j'ai bien compris, le pays continue à fonctionner,
Hein, les grands services publics n'ont pas été démolis. Enfin, il y a eu ce que Marinus, le fameux gradé américain des Marines. Alors à ce sujet, il a écrit un article assez élogieux sur ce que faisaient les Russes. Je l'ai publié hier dans Vue du droit, hein, donc j'invite ceux que je mettrai le lien dans la description. Je m'interroge sur l'état de l'Ukraine parce que il y a des fuites concernant les pertes. Cette malheureuse armée et les malheureux Ukrainiens se font saigner. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est bon, il y a le nombre de tués bien sûr, il n'y a aucune espèce de couverture médiatique d'information. Les journalistes occidentaux ne disent rien sur les questions de santé, c'est-à-dire qu'il y a les tués, mais il y a également les blessés. Doit y avoir les hôpitaux qui sont pleins, etc. Et on n'a rien autour de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y a 2 problèmes, qui se posent aujourd'hui dans la couverture médiatique et puis dans les annonces qui viennent d'être faites par le gouvernement ukrainien en début de semaine sur ces pertes, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pertes ukrainiennes qui nous sont données sont les pertes officielles et le mot officiel, a tout son poids puisque, dans ces pertes ne sont pas comptés les portés disparus. On nous a présenté les morts, on nous a présenté les blessés, mais on le sait, très Non, bien, on ne nous hein, a pas présenté les blessés. Moi, j'ai essayé de suivre ça. Il y a très, très peu de choses sur les blessés, mais non, le nombre de blessés, oui, le oui, ah nombre de d'accord. blessés, pas le pas on nous a je parle pas de ceux qu'on nous aurait montrés ou pas, parce qu'effectivement, on nous les a pas montrés. Mais dans les chiffres officiels présentés, on nous dit: «Il y a tant de morts, il y a tant de blessés» et il y a un chiffre très important dans la guerre moderne, hein, on parlait de 14-18, hein, je le sais moi aussi, de douloureuse mémoire, ce qu'est le fait d'être porté disparu, hein, dans ma famille et donc aujourd'hui, l'Ukraine joue sur les mots pour ne pas, en fait, distribuer les pensions auxquelles les familles ont droit, en jouant sur ce flou, à savoir qu'on déclare des gens qui sont vraisemblablement morts comme des portés disparus pour ne pas avoir à payer aux familles ce qu'on leur doit. Parce que bien évidemment, l'Ukraine étant au bord de la faillite, hein, Zelensky n'arrête pas de réclamer des milliards et des milliards d'euros, de dollars d'aide économique, le pays est exsangue et n'a pas les moyens de payer à hauteur des pertes catastrophiques, hein. Les fuites qu'il y a eu au mois de juillet venant des états-majors ukrainiens font état de quelque chose qui peut être compris entre 80 000 et 100 000 morts, hein. Donc c'est C'est terrifiant, colossal. hein. C'est la moitié du corps de bataille initial de l'armée ukrainienne au mois de février, hein. Et par rapport aux images qu'on a pu voir sur les réseaux, ça semble tout à fait vraisemblable, hein. Et donc les blessés, le problème, bah, c'est que effectivement, contrairement à ce qu'on a vu dans toutes les guerres ces dernières décennies et même au cours du siècle écoulé, d'habitude, on a des visites des chefs d'État, des chefs d'état-major dans les hôpitaux, hein, qui viennent au chevet des blessés, les décorer, les réconforter, etc. Or, ces images, pour l'armée ukrainienne, elles n'existent tout simplement Il y, en, pas. il Si y en- quelqu'un il y en en a... a, il y en a du côté russe, on en voit pas mal, hein. Donc, je veux Ah dire, oui, oui, bien sûr, oui, y compris de la part de Poutine, de Medvedev, etc. C'est ou de c'est- c'est Shoigu. c'est assez, bien sûr, du ministre de la Défense, c'est assez terrible, hein, comme vision. Puis naturellement, on voit sur les chaînes Telegram, sur les photos, bon, des images tout à fait épouvantables. Moi, je pense que plus rapidement il sera mis fin aux martyrs de l'Ukraine, aux martyrs de sa population et de son armée, ce sera le mieux, hein, parce que et c'est pour ça que je pense que les gens dont nous avons parlé tout à l'heure, peut-être de ma part avec un peu de véhémence, mais que j'assume, cessent de pousser cette façon-là, de pousser dans cette direction, qui est une direction pour l'instant, les seuls qui payent le prix du sang, ce sont les Ukrainiens. Hein, c'est un peu facile, hein, de les envoyer comme ça. Et nous allons payer le prix économique. Alors, leur rodomontade et leurs mensonges, je pense qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus responsables, hein, et un peu plus décents. Alors,
euh, voilà, je voulais dire que justement à ce propos, revenir à cette fameuse phrase, hein, parce que sur les contestations, sur le fait que sur les réseaux, les amis de ces gens-là viennent nous insulter, nous traiter de poutinolâtres, etc. Et de Doriot, ça ne me provoque rien. Simplement, ce que je dirais, en reprenant une formule et en la mettant de façon un peu paysanne, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Et comme Internet n'oublie rien, je pense qu'il y a certains qui devront s'expliquer sur les bêtises qu'ils ont alignées parce qu'ils n'étaient pas des observateurs objectifs, mais parce qu'ils étaient des militants. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et puis nous allons continuer à essayer de vous donner cette information. Au revoir.